de retour dans la deuxième partie de ce Politica consacré à Madagascar. Nous sommes toujours en compagnie de Lala Ngo-Rajaorisoa, journaliste à Mada Plus et Madagascar Média, de Andriana Solo Ramamazafi, cadre du mouvement Tous Ensemble pour Madagascar, et de Oumar Ba, politologue. Pour la première fois de son histoire à Madagascar, l'investiture du nouveau président a eu lieu en présence de ses rivaux électoraux et des précédents chefs d'État, un symbole que certains voient comme un nouveau souffle pour la grande île. Alors, est-ce la fin du cycle des crises politiques à Madagascar? Écoutez le consultant Serge Dossou-Yovo. Le microcosme politique malgache a une spécificité de ne garder la stabilité que quelques mois, en général 6 mois, 1 an maximum, et que la perspective pour ce pays dépend de la capacité de tous les acteurs politiques à s'orienter maintenant vers un climat beaucoup plus stable et à accompagner le nouveau pouvoir qui se met en place. Parce que tant qu'il n'y a pas de volonté politique, tant qu'il n'y a pas de stabilité politique, si les institutions bougent à tout moment, on va dire les intérêts purement personnels ou claniques soient mis de côté pour que le pays puisse connaître la calmie nécessaire pour s'engager sur la voie du développement. Il faudra aussi que le nouveau pouvoir qui se met en place mette les dispositions nécessaires pour se prémunir à l'avenir de troubles. Ça passe par le dialogue, la stabilité des institutions, de la volonté des politiques. Andriana Solo, les images de cette investiture, là, en 2019, tranchent avec la première investiture de André Joël en 2009, qui avait alors été boudée par la communauté internationale, alors hostile à sa prise de pouvoir. Il a gagné en légitimité, selon vous? Bien évidemment, il a gagné en légitimité parce que il y avait 5 chefs d'État, 39 pays représentés, sans parler de ceux qui ont des ambassades et des consuls à Madagascar. C'est pas rien pour l'histoire et l'avenir de notre peuple. Lala Ngo, le nouveau président a rappelé, non sans fierté, que c'est pour la première fois de l'histoire du pays que les Malgaches viennent de vivre une alternance démocratique et une passation de pouvoir pacifique entre 2 présidents élus. Il a raison de se réjouir de cette situation? Oui, c'est une très grande victoire. Et je tiens quand même aussi à saluer l'ancien président qui a démissionné avant les élections pour pouvoir participer aux élections, ce qui ne s'est jamais fait dans n'importe quel pays d'Afrique. Il a eu quand même des réalisations, mais peut-être sur le tard, ce président-là, qui est fort décrié avec le résultat qu'il a eu. Mais c'est une grande victoire du fait que tous les présidents, les anciens présidents, aient assisté à cette investiture. Et il faut dire aussi que le peuple malgache aspire à une stabilité, aspire à une paix et ne veut plus de crise. Ils en ont eu des crises successives et malheureusement, ça a toujours été la population qui a le plus pâti de ces crises. Donc là, actuellement, le peuple malgache sait que le développement de Madagascar se fera avec une stabilité politique, à condition que les hommes politiques en place ne voient plus à travers leurs petites fenêtres, mais voient surtout aussi le pays et l'entièreté en fait du peuple malgache. Oumar Ba, la présence de cette communauté internationale à la cérémonie d'investiture de André Joël, c'est un signal important? Oui, tout à fait, d'autant plus que l'élection a été très régulière. Elle a été observée aussi bien par la communauté internationale, l'Union européenne, l'Union africaine et autres. Les chancelleries ont fait ce qu'on appelle des visites de courtoisie diplomatique pour voir un peu le jour du scrutin, comment les choses se sont déroulées. Et tout ça s'est très bien passé. Et d'autre part aussi, il faut saluer aussi la maturité, comme elle l'a dit tout à l'heure, de l'élite politique actuelle. Il y a ce que j'appelle aujourd'hui la conscience du consensus fondamental d'intérêt supérieur de la nation qui a primé cette fois-ci de façon fondamentale. Et nous souhaitons que cela puisse se perpétuer, se consolider, en écoutant aussi l'opposition qui n'a pas démérité, en la consultant régulièrement, comme cela se fait dans les grandes démocraties. Il pourra probablement réussir son mandat avec brio pour l'intérêt supérieur des Malgaches. Je voudrais juste rajouter, madame, que M. Erajonar Mapian, donc l'ancien président jusqu'à il y a quelques jours, a démissionné parce que la Constitution le demande. Voilà, la Constitution le prévoit. C'est la première chose à souligner. Et la Constitution a été instaurée en 2010 par M.
Andrinirina Radzuel. Alors, juste pour quand même émettre un petit bémol à tout ce qui est dit là, le CEFAFI, l'Observatoire de la vie publique à Madagascar, a observé dans son communiqué du 5 janvier 2019, pour revenir sur 2018, que 2018 restera comme une référence d'incompétence et de corruption, de démagogie, de tricherie. Les acteurs en ont été les membres de la société politique et leur terrain de jeu, l'élection présidentielle. Lala Ngo, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela ? Il y a eu effectivement des voix qui se sont élevées, mais je tiens quand même à rappeler, il y a eu des émissions sur le déroulement des élections. En 2012, il y a eu un audit qui a été fait, où il a été mentionné qu'il fallait revoir la liste électorale. Rien n'a été fait. En 2016, il y a eu également un audit qui a été fait, où on a encore relancé sur le problème des listes électorales. Rien n'a été fait. Lorsqu'on a vérifié les listes électorales, le président en place avait dit que la liste n'était pas parfaite, qu'il y avait un problème sur 30 000 personnes de la liste, mais que ça ne prêtait pas à conséquence puisque ça représentait 0,05% ou quelque chose comme ça par rapport aux électeurs. Revenir après là-dessus en disant bah oui, les élections sont faussées, il y a eu corruption, de toute façon, les élections, il ne faut pas se voiler la face, il y a toujours eu des magouilles politiques. Ce n'est pas la première fois. Mais tant que ces magouilles politiques ne prêtent pas à conséquence et ne dépassent pas les 5% admis par la communauté internationale, forcément, on ne peut rien dire. Si jamais il y avait eu ce genre de réclamation, il aurait fallu le faire avant les élections, mais pas entre le premier et le deuxième tour. Andriana Solo, les mauvaises habitudes, elles sont terminées à Madagascar pour les élections Je crois que oui, madame, parce que le peuple a choisi de suivre une voie démocratique, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le peuple malgache s'est battu contre ce qu'on appelle les refondateurs qui ont voulu arrêter carrément le processus électoral. Le peuple malgache s'est battu contre les souverainistes. Ce sont des candidats qui se sont dit, comme a souligné Lala Yang tout à l'heure, vous apprêtez à concourir dans un enjeu politique. Et au milieu, vous savez les règles, au milieu du processus, vous dites non, ça ne me convient plus. C'est pas mûr. Et pourtant, ça a existé, mais malheureusement, le peuple malgache a toujours dit non, nous, on veut notre élection. Vous ne pouvez pas voler notre élection. C'est la première fois qu'on a la chance de faire venir quelqu'un qui va nous diriger pour 5 ans par une voie démocratique. Vous n'allez pas nous les voler. Et ça a été fait. Donc, non, pour moi, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Oui. Oumar Ba, quand même, il y a eu une crise par rapport à ce fichier électoral, justement, à Madagascar. L'Observatoire de la vie publique à Madagascar revient là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que tout est vraiment parfait dans cette élection? Non, il n'y a aucune élection qui soit parfaite, parce qu'il y a toujours une marge d'erreur dans les statistiques. Et deuxièmement, dans nos pays, d'autant plus que nous avons des logiciels qui sont souvent dépassés. Et d'autre part, même les morts figurent parfois dans certains fichiers électoraux parce qu'on oublierait même de les signaler. Ça, c'est une culture qui n'est pas très bureaucratique de nos populations qui devrait signaler, mais aussi une faiblesse de l'État du point de vue bureaucratique, donc institutionnel de l'administration publique. Mais ce n'est pas suffisant de mon point de vue pour porter l'opprobre sur la crédibilité et la sincérité, la régularité. Donc ça ne remet pas en cause la crédibilité du scrutin selon vous? Du tout, je le dis en tant qu'expert, consulté souvent par les institutions internationales sur ces questions et qui parfois coordonnent d'autres experts très très pertinents en la matière. Je crois que l'élection a été pertinente, il faut la saluer. Et aujourd'hui, s'il y a des manquements, il faudrait que les acteurs politiques en tirent le bilan. Aucune élection n'est parfaite, se mettent autour de la table, discutent, trouvent des compromis pour amender le droit électoral, amender ou enrichir ou rectifier le fichier électoral, etc., pour les prochaines élections, les futures élections. Et de toute façon, il y a un recensement qui est mis en place justement pour pouvoir revoir cette liste électorale par la suite. Oui. Et pour aller dans le sens donc, de M. Ba, nous n'étions pas au pouvoir. Ceux qui ont organisé, par exemple, le recensement, ce sont les chefs de quartier qui ont été nommés par le pouvoir qui était en place. Et pourtant, nous, on
On n'a pas posé de problème. Vous savez que bon, il y a toujours des suspicions dans ce cas-là. Mais non, non, non. Nous, on était prêts, on a fait les élections, on a gagné. Alors, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, elle était là. Ici même sur ce plateau, j'ai assisté à une émission avec M. Togbé, Richard Togbé, votre collègue. 6900 observateurs, 6900 observateurs de la part de la communauté internationale. Ce n'est pas rien, madame. Et après, ils ont sorti déjà un embryon de rapport. Non, pas de choses particulières, comme disait M. Ba tout à l'heure. Dans une élection, rien n'est parfait, rien. Alors, justement, hein, j'aimerais quand même revenir sur le contexte malgache. Madagascar vit depuis son indépendance des crises politiques à répétition, d'où cette expression souvent utilisée par les observateurs de cycle de crise politique. Lala Engo, quelles sont d'après vous les causes de cette instabilité politique permanente à Madagascar ? Il y a plusieurs facteurs, mais je pense qu'il faut surtout retenir c'est la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance et puis la démultiplication des institutions, la corruption aussi surtout. Tous ces facteurs-là en fait font qu'on ne peut pas arriver à sortir. Et puis aussi le fait qu'on dépende beaucoup de la communauté internationale. On a quand même une grosse partie du budget de fonctionnement de l'État malgache qui dépend de la communauté internationale. On parle souvent d'une oligarchie à Madagascar qui serait vraiment la cause de cette instabilité permanente. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, là c'est un peu vite dit, ou c'est plutôt, comment dire ça, c'est raccourcir un petit peu la situation et le contexte politique malgache. Il y a un gros problème en fait aussi de la personnalité des dirigeants, parce que si au départ ce sont des personnes qui sont prêtes à travailler pour leur pays, à un moment ou à un autre, il y a quand même une... je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, sans me faire taper dessus. Mais il y a une déviance du pouvoir qui fait que l'intérêt supérieur de la nation s'éloigne au fur et à mesure que le pouvoir devient beaucoup plus fort. Je vais le dire de manière diplomatique. Voilà. Alors, Andriana Solo, par rapport à ce que Lala Engo disait justement, cet intérêt supérieur de la nation qui ne passe pas toujours avant les intérêts, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est d'après vous ce qui forge ces crises à Madagascar ? Oui, elle a tout à fait raison. Mais je dirais à ma manière de dire tout simplement que à chaque fois qu'un dirigeant trahit la confiance qu'on lui donne, on arrive toujours à une crise. C'est normal, madame. Si on vous dit que la personne va faire telle ou telle politique, la personne va penser au peuple, la personne va... Mais alors pourquoi c'est répétitif à Madagascar ? Que ce soit Didier Ratsirak, Makravalouane, Staradzoel. C'est un espoir en permanence. Vous savez, nous, on est courageux, c'est un peuple valeureux. Il croit toujours que ce monsieur-là ou cette dame-là, bon, jusqu'à maintenant, c'était tous des présidents, allaient nous sortir du chaos, du sous-développement. C'est toujours, il y a un espoir. Là, en ce moment, l'espoir, il est énorme avec M. Andry Rajoelina. Il est énorme. Alors vous pensez que ce cycle de crise politique est rompu avec Andry Rajoelina ? Mais je pense déjà parce qu'il y a une passation démocratique, on en a parlé, ça c'est vraiment une condition sine qua non. Et puis, si nous, parce que moi j'en fais partie, si nous on arrive à faire ce qu'on a promis au peuple, eh bien, tout ira bien. Qu'est-ce que demande le peuple ? Que vous vous occupiez de ces problèmes. On ne vous demande pas la lune, madame, quand vous êtes dirigeant d'un pays. On vous demande de faire quelque chose pour leur sécurité, on vous demande de faire quelque chose pour l'éducation de leurs enfants, on vous demande de faire quelque chose pour l'emploi, on vous demande de faire quelque chose pour l'énergie, et ainsi de suite. On ne vous demande pas la lune. Et tout ça, c'est possible dans un pays comme Madagascar, parce qu'on a tellement de potentiel.
Mais il faut de la volonté politique, tout simplement. Omar Ba, politologue, comment voyez-vous ce cycle de crise politique? Est-ce que d'après vous, André Azoulay peut être le président qui va rompre ce cycle? C'est de sa responsabilité éminente et fondamentale aujourd'hui d'être à l'écoute de son peuple, mais aussi de consulter de façon régulière l'opposition, la société civile et les forces vives de la nation s'il veut perpétuer cela. Donc la responsabilité principale lui incombe. L'autre responsabilité émane par fragmentation à l'opposition institutionnelle. Il faudrait qu'elle accepte de jouer son rôle d'opposant, mais pas de faire de l'obstruction. Ça, c'est fondamental. Il y a aussi ce que je vais appeler la troisième phase de la séquence, qui est l'opposition sociale ou de la rue. Et là, il faudrait faire attention sur certains engagements qui auraient été pris électoraux qui peuvent ne pas être tellement tenus. D'autant plus que si on continue dans le même schéma classique avec Bretton Woods, je vois mal quelles pourront être les marges de manœuvre systémiques macroéconomiques pour pouvoir satisfaire certaines demandes sociales dans le domaine de l'éducation, de la santé, etc., ou de la sécurité. C'est là où il faudrait peut-être diversifier le partenariat stratégique international macroéconomique et économique et financier pour permettre d'avoir d'autres niches d'investissement afin de potentialiser ce que vous disiez tantôt, c'est-à-dire les richesses de ce pays, le potentiel côtier, etc. Donc il faut diversifier, il faut une nouvelle politique, une nouvelle vision de l'orthodoxie, de la gouvernance de nos États. Et c'est là où c'est la grande interrogation qui se pose aujourd'hui à Madagascar et qui se pose à l'ensemble de nos pays. Alors, justement, la valorisation de ces richesses, ce sera l'objet de notre troisième partie. On y reviendra. Nous allons marquer une nouvelle pause. Dans un instant, la troisième partie du Politicien.